Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici, de pouvoir parler à justement des acteurs de filières qui doivent se construire. J'imagine que ça va être ça, mais je pense que vous avez beaucoup déjà d'expérience. Moi, je suis gériatre hospitalier. Évidemment, j'ai 10 ans très hospitalo-centré et je vois à la fois les enjeux de la prise en charge de la nutrition chez les patients hospitalisés, mais surtout tout ce qui doit être fait avant et après l'hospitalisation. Je vais essayer d'être assez simple sur la définition de la nutrition, sur les critères diagnostiques qui ont été réalisés ces dernières années, et puis qui montrent à la fois les besoins finalement d'expertise dans ce domaine et en même temps les enjeux d'implémenter ces recommandations, ce diagnostic dans la pratique clinique de tous les jours, qu'elle soit à l'hôpital ou qu'elle soit avant. Et là, on a vraiment besoin de multidisciplinarité. Et je suis ravi du programme, je trouve excellent, pour pouvoir aborder ensuite plein de spécificités, l'obésité, les réductions, etc. Donc, je n'irai pas dans ces... Quand on parle de dénutrition, la physiopathologie, on va dire, simplifiée, elle n'a pas bougé depuis des décennies. C'est quand l'organisme est en état de déséquilibre, alors on est en permanence, quand on peut oui, parce qu'on mange, parfois on ne mange pas, heureusement, mais quand ce déséquilibre il est important ou prolongé, finalement, on va arriver à une situation qui se souvent associée à d'autres maladies. Les apports d'énergie ne compensent pas à la fois les besoins et les pertes en énergie. Et quand on dit énergie, c'est aussi protéines, puisqu'on va voir que les protéines sont extrêmement importantes, notamment chez les sujets âgés. Il faut donc que ce déséquilibre soit suffisamment important et prolongé pour induire des modifications des tissus et des fonctions de l'organisme qui elles-mêmes vont induire une mortalité dans des événements cliniques qu'on va pouvoir mesurer, qui sont péjoratifs et qu'on connaît bien malheureusement, qui sont le risque d'hospitalisation, d'hospitalisation plus compliquée, le risque de décès, le risque d'institutionnalisation aussi, donc il y a un lien fort avec la dépendance, etc. C'est une maladie puisque, bon, il y a certaines, voilà, l'OMS n'a pas encore classé comme maladie, elle a classé l'obésité comme maladie, pas encore la dénutrition, mais c'est un combat qui est en cours, mais ça reste, je pense, une maladie, puisque on a cette physiopathologie, on a une association avec l'augmentation de la mortalité. Vous voyez, chez les personnes âgées, ça dépend de la définition qu'on va utiliser de la dénutrition, mais c'est toujours un multiplicateur fois 3, 4, voire 8 de risque de mortalité. Donc, c'est une maladie grave. C'est aussi une augmentation de l'utilisation de recours au système de santé. Donc, c'est un impact économique majeur. Et puis, dans un enjeu démographique que vous connaissez particulièrement, c'est aussi le risque de dépendance et d'institutionnalisation. C'est extrêmement fréquent, sachant qu'on estime toujours à autour de 2 millions pour les personnes dénutries, majoritairement des personnes 70 ans. Aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. À l'hôpital, finalement, c'est là où il y a le plus de données. Donc ça dépend là aussi de la façon dont on définit la dénutrition. On a toujours autour de 50% de dénutris chez les personnes âgées hospitalisées. Quand on est dans un sens déjà il a été vécu, maintenant, et pour le cas, c'est plutôt 70% de patients dénutris. C'est extrêmement fréquent quand les personnes arrivent à l'hôpital. Et en ville, on a un peu moins de données, et on regarde qu'on est au moins à 5 à 10% chez les personnes, on va dire, relativement en bonne santé, autonomes, tranquilles, mais probablement beaucoup plus s'ils ont déjà des aidants professionnels à domicile, et puis en EHPAD, dans un niveau intermédiaire. Quand on voit le chiffre à l'hôpital, on voit évidemment que les sujets âgés sont le contexte, malade, puis sont pris, mais aussi un constat, c'est que ces personnes-là souvent arrivent à l'hôpital et le diagnostic n'est pas posé, la prise en charge comptable est mise en place et la dénutrition n'est pas une maladie qui arrive comme ça en 2 jours. Hein, c'est pas une maladie virale, c'est pas un infectious, c'est une maladie qui s'installe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc c'est aussi un constat d'échec de du système de santé, justement, de ne pas repérer suffisamment tôt ces personnes âgées et leur proposer une prise en charge. C'est une maladie qui est curable si on en croit la littérature. Il y a maintenant beaucoup d'essais randomisés. Ces essais randomisés sont effectués dans des méta-analyses. Vous voyez, qui sont déjà maintenant assez anciennes. C'est que lorsqu'on prend en charge, le plus souvent avec une prise en charge, pour les industriels ruraux, souvent ce sont des études qui ont été débutées à l'hôpital, poursuivies ensuite après retour à domicile.
Mais on sait que lorsqu'on prend en charge, on améliore la professionnelle, c'est déjà un premier objectif. Et puis, ce qu'on pense, si on peut mesurer suffisamment des outcomes plus importants comme les complications chirurgicales, comme les risques de réadmission après l'hospitalisation, et même ça, méta-analyses ont confirmé un bénéfice sur la mortalité. Mais ça nécessite un diagnostic précoce, parce que plus le diagnostic est tardif et plus la prise en charge sera finalement difficile à mettre en œuvre. Alors, pour faire un diagnostic précoce, il faut qu'on arrive à être clair sur quels outils on peut utiliser. Et finalement, sur les dernières décennies, les critères ont pas mal évolué. Finalement, ils n'avaient pas beaucoup évolué pendant 10-15 ans, puis d'un seul coup, ça a été vraiment bouleversé. Donc, ça a un petit peu changé aussi pendant les professionnels de santé dans la façon dont c'est diagnostiqué les personnes. Donc en 2007, la HS proposait des critères assez libéraux, on va dire, hein, avec, on peut utiliser un critère parmi quatre, notamment il y a un critère biologique, Kelly-Poil-Manelli, donc largement utilisé. Et finalement, c'est un des gros changements, c'est que ce critère n'est plus utilisé pour le diagnostic. Il faut savoir que sur la limite qui a fait après, finalement, c'était aussi une exception française. Hein. Il y avait très peu de pays dans le monde qui proposaient un diagnostic de dénutrition sur un critère biologique. Donc voilà, le grand bouleversement, c'est 2018, puisque en 2018, consortium international des experts de tous les continents vont se réunir pour dire qu'il faut qu'on arrive à définir la nutrition de manière un petit peu plus homogène dans le monde pour pouvoir mieux la diagnostiquer et la prendre en charge. Et donc, le GRIM propose des recommandations qui sont sans cesse évoluer depuis, mais est restée la petite philosophie qui est de dire la dénutrition, c'est l'association de critères phénotypiques, qui sont des critères physiquement mesurables, des critères cliniques, à des critères étiologiques, un lien de causalité entre une cause et une conséquence qui est la dénutrition. On intercale aussi un consensus européen qui a révisé la définition de la sarcopénie. On va voir que c'est important puisque finalement la HS en 2019 puis 2021, pour la personne âgée de 2021, a intégré finalement ces évolutions de la littérature et des recommandations dans cette évaluation. En intégrant notamment cette philosophie, elle rejoint le PRIM en disant il faut diagnostiquer la dénutrition avec à la fois une démarche pour mesurer cliniquement les critères phénotypiques, pour être aussi des éléments de suivi. C'est pour ça que c'est important, ces critères-là, c'est que vous parlez du poids, les personnes qui ne se pèsent pas assez, le poids, c'est un critère clinique qui permet un suivi, ce que ne permet pas forcément d'autres critères. Et puis des critères étiologiques qui vont avoir un rôle physiopathologique et qui vont être importants parce que quand on veut faire une prise en charge ciblée, personnalisée, on est obligé de traiter les critères étiologiques. Si le critère étiologique, c'est des troubles de la déglutition, et qu'on ne prend pas en charge, on n'arrivera pas évidemment à être efficace sur la prise en charge de la dénutrition. Alors, les critères, ils n'ont pas énormément bougé pour ce qui est de la perte du poids. Pour les SEVA, on va le voir. Il y avait donc l'apparition d'un critère musculaire, on va revenir dessus, qui challenge un petit peu les parcours de soins, parce qu'il est assez exigeant. Et pour ce qui est des critères étiologiques, les grandes cases, c'est en gros, je n'arrive pas à manger suffisamment, je n'absorbe pas bien les nutriments. C'est des situations, pour la première, très fréquentes, pour la deuxième, moins chez la population âgée. Et puis les pathologies qui induisent un hypercatabolisme, donc ça va de l'inflammation chronique, au cancer évidemment, mais aussi les insuffisances d'organes sévères qui ont souvent de l'inflammation de la. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic, il est recommandé d'évaluer la sévérité qui, là, sera faite soit sur les critères phénotypiques, soit l'ajout de l'albumine comme critère de sévérité. Donc, si je détaille un tout petit peu ces critères-là, vous voyez que ce qui est important, et c'était particulièrement important chez les personnes âgées où la dénutrition a une installation très progressive, parfois insidieuse, parfois liées à des critères étiologiques, à des maladies qui ont une évolution lente, on pense aux maladies neurodégénératives par exemple, et ben, il ne fallait pas arrêter de bloquer l'évaluation en 6 derniers mois, il fallait pouvoir s'intéresser finalement à l'évolution du poids sur une plus longue période, et donc ça a été intégré dans les critères. Vous voyez, toute perte de poids de 10% par rapport au début d'une maladie est un critère
phénotypique. Pour ce qui est de l'IMC, vous voyez, par rapport, j'ai fait la comparaison entre adultes jeunes et adultes âgés. Vous voyez, c'est pas âgé à certains. Donc, vous voyez, chez l'adulte jeune, ça va bouger, c'est super ça. Mais chez la personne âgée, on a remonté encore le seuil d'IMC. L'IMC, c'est un indicateur, je pense que Dr. Kelly en parlera beaucoup. Hein, c'est pas forcément un très bon indicateur de l'état nutritionnel, mais ça reste quelque chose de très simple à faire et qui, si on veut juste comme ça, d'un coup d'œil, évaluer finalement les réserves d'une personne, même si on ne connaît pas la composition, si vous voulez, l'IMC, c'est le taux d'eau, c'est là ce qu'il y a dedans. Mais ça reste quand même un outil très simple qui permet de dire, bah, cette personne-là, certes, peut-être elle a une maigreur ancienne, elle a toujours été de cette constat, mais aujourd'hui, comme elle a des maladies graves, comme elle a des facteurs de nutrition, et ben, ces réserves ne sont pas suffisantes, il va falloir l'aider, il va falloir compenser. Et donc, l'IMC reste un indicateur facile à utiliser et très étudié en littérature. On sait maintenant que la mortalité augmente très nettement chez les personnes âgées dès des IMC inférieurs à 3, 2, 21. Et donc, c'est pour ça que ce seuil est rehaussé. Et puis, différence par rapport aux adultes plus jeunes, vous voyez, il y a un terme musculaire cérébral, de la masse, de la force musculaire, je pouvais choisir. Les experts de la enfin les experts qui prouvent de la HN sont privilégiés la sarcopénie confirmée, donc un critère plutôt dur chez les personnes âgées. Et donc c'est ça qui peut vraiment challenger maintenant les parcours de soins, et notamment, Dr. Qui en parlera avec moi, chez la personne en situation d'obésité, puisque c'est un critère, un des rares critères qu'on peut utiliser. Alors, pourquoi ce critère musculaire qui, d'une part, vous pouvez me dire, oh, mais il y a un continent, c'est simple. Parce que finalement, on a dit que c'était un déséquilibre énergétique et ou protéique. En fait, globalement, la déséquilibre, c'est avant tout l'histoire du muscle. C'est l'histoire du muscle chez la personne qui est maigre, c'est l'histoire du muscle chez la personne en situation d'obésité. Mais globalement, ce muscle, il est extrêmement important. C'est le tissu numéro 1 de l'organisme en termes de volume et de masse. C'est les protéines, c'est une réserve de protéines qui est mobilisable en cas de stress, en cas d'agression importante sur l'hospitalisation, une exception, une chirurgie en urgence. Malheureusement, un événement intercurrent qui, on le sait, est très fréquent dans la population âgée, et ben, c'est ces protéines qui vont être mobilisées par l'organisme et qui vont permettre de faire face, qui vont permettre de survivre et de pouvoir passer le cap. Si on manque de cette protéine, et ben, finalement, on aura des infections graves, des complications médicales, chirurgicales, des retards à la cicatrisation, par exemple, si on développe des plaies comme les escarres, et évidemment de décès, mais surtout la réadmission après l'hospitalisation. Et puis, chez les personnes âgées, mon enjeu principal qui est de maintenir l'indépendance fonctionnelle le plus longtemps possible, rester à domicile, c'est ce qu'elles souhaitent, c'est normal, c'est ce qu'on souhaite en termes de société. Et bien, ça veut dire qu'il faut pouvoir réaliser le mouvement et sans les muscles, c'est très difficile. Donc, ça paraît comme ça, le bateau, enfoncer des portes ouvertes. C'est pour ça que la question du muscle est vraiment centrale dans la dénutrition. Alors, comment on dépiste la sarcopénie? Finalement, le consensus européen qui a été là aussi intégré dans la HAS de 2021, il est assez exigeant. Il dit il faut agir étape par étape. Il ne faut pas, normalement, on va sauter l'étape si on veut vraiment bien faire les choses. Donc, on a une sarcopénie. Bon, je pense que la personne que envoie un manque de muscle. Ou alors, je peux utiliser un outil qui est assez simple à utiliser par les professionnels de santé, puisque le SARF, c'est une question, il n'y a pas besoin d'outils, c'est des questions la mobilité pour que les escaliers se déchaînent, parce qu'il y a des chutes. Donc, c'est un outil qui peut être réalisé par les professionnels de santé. Ensuite, il va falloir mesurer la force musculaire. Et c'est là, ce qui est important dans ce consensus, c'est qu'ils ont bien mis la force en premier comme la pierre angulaire du diagnostic de sarcopénie. Il faut avoir une force musculaire diminuée, insuffisante, pour parler de sarcopénie. D'accord? On ne parle pas de masse, de qualité musculaire, si la force musculaire est préservée. Donc, les critères qui ont été utilisés, ils sont un petit peu grossiers, 16 kg chez la femme, 27 kg chez l'homme, ils sont basés sur des larges cohortes, etc. Ils marchent bien en population très âgée. Le problème, c'est chez les populations un peu plus jeunes, ces critères-là, ils ne sont pas forcément très pertinents. Mais chez la population, chez les patients de 70, 75, 80 ans, il est très discriminant. Si on a une force diminuée, à ce moment-là, on a une sarcopénie probable. Donc, si on n'a pas
l'ergomètre pour faire le grip, on peut faire un test simple des chaises qui, si on met plus de 15 secondes, est en faveur d'une force musculaire. Là où ça complique, c'est qu'il faut mesurer la masse musculaire. Et aujourd'hui, on va le voir, il y a besoin d'accéder à des outils technologiques pour, en priorité, normalement, c'est ce qui va être recommandé. Et à ce moment-là, si on associe une force musculaire diminuée et une masse musculaire diminuée avec un outil d'AFD, eh ben, on va parler de sarcopénie confirmée. Les tests que les gériatres gymnastiens qui peuvent être faits en obstacle, etc., sont chez les patients shooters, le time and tempo, la vitesse de marche, les SPVB, sont des tests un peu composites qui vont avoir plutôt un intérêt pronostic pour évaluer le risque d'événement, le risque de complications de la sarcopénie. Donc, ils ont été retenus comme critère de sévérité. Donc, la force de préhension, vous voyez, c'est finalement, ça nécessite quand même, bon, soit une chaise, mais sinon, le test est presque quelque chose qui peut s'implémenter, je pense, quand même facilement dans des cabinets de ville, etc. Évidemment, ce que vous voyez sur la droite, c'est le gold standard pour faire de la recherche, je pense que c'est 650 €, mais ce n'est pas forcément ce qui est recommandé pour faire de la pratiquer. Donc, tout à fait tout à fait acheter des imprimes qui sont moins chers, tout aussi fiables, suffisamment fiables pour faire juste de l'évaluation. Pour la masse, je vous dis ça se complique. Le gold standard, c'est une IRM, évidemment, faire des IRM de patients. Pour ça, finalement, ce qui a été après très validé, c'est la DEXA. Vous voyez que ça reste une grosse machine. C'est là-haut, on l'utilise pour l'ostéodensitométrie. Il faut du personnel dédié, même dans les hôpitaux qui ont des DEXA. Normalement, le parcours va justement toujours réservé pour les personnes âgées. L'accessibilité reste limitée. Et puis, il faut mobiliser les patients. Quand ils ont des difficultés à se déplacer, finalement, parfois, au lit du malade, ce qui peut être simple à faire, c'est l'impedancymétrie. Un petit peu moins validé, mais quand même très bien validé par rapport à la DEXA. La problématique, c'est que c'est une estimation finalement basée sur les formules, quand on ne maîtrise pas toujours le contenu de la formule, puisque c'est des secrets industriels. Mais ça reste un outil validé, recommandé à partir du moment où on prend un appareil qui est multifréquence, et c'est là où ça devient un petit peu plus cher parce que le matériel qui finalement dans le commerce a un peu moins recours n'est pas recommandé, en tout cas pour faire une évaluation de masse musculaire fiable. Donc ça peut donner une indication comme ça, mais en fait la balance test-personne d'impédance poterie est quelques centaines d'euros, malheureusement, ça ne fait pas partie des outils recommandés. Et puis, probablement, ce qui va être très intéressant dans différents parcours personnes âgées, qui ont quand même souvent des scanners, des raisons X ou Y, c'est qu'on peut très facilement, et depuis très longtemps, mesurer la composition corporelle sur le scanner à tout niveau de coupe, c'est-à-dire qu'on peut le faire sur les coupes abdominales, on sait le faire depuis longtemps, mais on sait le faire sur les coupes thoraciques, et le Covid nous a bien appris à analyser aussi la masse musculaire sur le scanner thoracique. Et maintenant, on sait même qu'il y a des études qui montrent qu'on peut le faire sur les coupes de scanner cérébraux, puisqu'il y a les muscles sternocleidomastoïdiens qui sont aussi des indicateurs de masse musculaire. Bref, tout reste encore à faire, c'est surtout l'accessibilité à ces outils, l'automatisation par exemple avec l'intelligence artificielle probablement aidera beaucoup l'utilisation du scanner comme outil pour évaluer la masse musculaire. En attendant, la bonne circonférence du mollet, c'est imparfait, mais ça reste un outil qui a une très bonne valeur prédictive si elle est basse chez la personne qui a un IMC, on va dire, dans les normes, c'est-à-dire en situation d'obésité, c'est un petit peu plus complexe, c'est parfois utiliser des cutoffs spécifiques. Mais chez une personne qui a une circonférence du mollet basse, donc on le mesure le genou à 90 degrés, là aussi le haut du mollet, et ben, c'est bien corrélé à la masse musculaire mesurée par la DEXA ou l'intensité. Quand c'est haut ou c'est bas, parce que ça peut être haut parce qu'on a une insuffisance rénale, etc. Alors, je faisais un cours hier à des étudiants en pharmacie, en officine, et ben finalement, comme les médecins sont très mauvais, mais jamais des mesures pour les compressions veineuses, et ben les pharmaciens passent leur temps à faire des séquences. Et ben voilà, par exemple, quelque chose qui pourrait être utile. Si j'ai une personne qui vient acheter ces bandes de compression veineuse, sa circonférence du mollet est à 28, et ben elle est très basse. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'elle va en parler avec son médecin traitant? Voilà, donc ça reste un outil, c'est recommandé par la Société européenne de nutrition en 2022, donc vous voyez, c'est quelque chose qui date de très très longtemps et qui reste d'actualité. Voilà, je vous passe sur des tests
performance physique. Ce qui est un critère étiologique, souvent on dit, en gériatrie, on aime bien faire des enquêtes comme ça, savoir prendre un contexte. La raison, souvent, quelle que soit la pathologie, dont la dénutrition, ben, les causes sont multifactorielles. On va jouer le puzzle, on va remettre un petit peu tous les éléments du puzzle ensemble. Et souvent, c'est une cumulation de pathologies, de problématiques médico-sociales, de problématiques parfois de traitement, d'alimentation thérapeutique justifiée. Et évidemment, vous allez avoir de plus en plus de personnes en situation vieillissantes qui vont accéder à des parcours d'obésité, à des traitements d'obésité dont on ne connaît pas encore très très bien l'impact qu'il peut avoir sur la dénutrition à long terme, etc., etc. Donc il faut faire cette enquête-là, il faut questionner la bouche, il faut regarder la bouche. Parce que si on n'a pas une idée de tous ces critères étiologiques et notamment ceux qu'on peut modifier, ben on n'arrivera pas à faire une prise en charge nutritionnelle. Deux mots sur l'albumine. Donc, cette albumine qui a donc été, non pas jetée avec l'eau du bain, on la garde avec pour un critère de sévérité, mais parce que quand on refait des recommandations, on regarde qu'est-ce que dit cette albumine. L'albumine, elle a été beaucoup étudiée. Il y a des dizaines, centaines, milliers d'études. Ça ne reflète pas la masse protéique, ça ne reflète pas les apports nutritionnels, ça ne reflète pas les apports en protéines. Je peux manger plus ou moins, ça ne va pas bouger mon albumine. Encore à force, quand je suis à l'hôpital, quand je suis malade, quand j'ai une inflammation, vous savez que c'est ça les drivers qui vont vraiment faire baisser l'albumine. Et donc, c'est bien un intégrateur de sévérité. Ça montre, c'est grave. Quelqu'un qui a une hypoalbuménie a grande chance d'être dénutri parce qu'il a une maladie grave. D'accord. Mais toutes les personnes dénutries n'ont pas d'hypoalbuménie. Et c'est un mauvais marqueur de suivi d'efficacité du traitement. Souvent, les gens sont rassurés parce que l'albumine s'améliore, mais l'albumine s'améliore parce que l'état peut-être d'inflammation du patient s'améliore parce qu'il a survécu. Mais la part qui est grave, il a peut-être perdu du poids, il a peut-être perdu de la masse musculaire et il ne mange toujours pas. Donc, vraiment, ça doit être utilisé une fois au diagnostic comme critère de sévérité si on veut évaluer la sévérité de la dénutrition. Comment la traiter? Vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup de slides, parce qu'on sait que ça va être abordé par toutes les personnes après moi. Je pense que mettre en c'est la pluridisciplinarité, on n'y arrive pas tout seul, on n'a pas que tout seul, on n'a pas l'expertise tout seul. Moi, je ne suis pas diététicien, je ne sais pas questionner suffisamment, moi, je n'ai pas les outils pour questionner l'alimentation des personnes âgées, pour pouvoir les convaincre de prendre, par exemple, un complément nutritionnel. Je fais ça beaucoup moins bien que le diététicien avec lequel je travaille, etc. Donc, il faut évidemment être pluriprofessionnel, il faut impliquer évidemment les acteurs au plus près des patients, les aidants professionnels, les infirmiers, les acteurs de la rééducation et de l'activité physique adaptée. Donc, suivant le niveau d'autonomie, peut-être faire juste de l'activité physique, parfois on a besoin de kiné. Évidemment, les CPTS sont extrêmement des outils maintenant très utiles pour assurer cette pluridisciplinarité. Le maître mot, c'est il faut qu'on mange plus, beaucoup de plus de calories de protéines. Comment on y arrive, ça va être détaillé, je pense, dans l'après-midi. C'est vraiment challengeant. C'est pour ça qu'il faut vraiment être plusieurs à réfléchir à la question. Il faut assurer un suivi. Le suivi doit être vraiment fait sur des critères phénotypiques. Donc, ce qui est le plus validé, c'est le poids. Mais finalement, on doit aussi pouvoir suivre la nutrition sur d'autres critères, ça peut être la force musculaire, etc. Ça va parler du patient. Moi, j'ai un patient qui se rend compte qu'il y a plus de force. Enfin, c'est très bénéfique. Par contre, on gagne de la force avant de regagner du poids. Et donc, on a des indices comme ça qu'on met sur laboratoire. Donc, pas de suivi biologique, s'il vous plaît, de la dénutrition. Faites des outils cliniques, donc le poids. Les personnes âgées ont intégré qu'elles pouvaient surveiller leur pression artérielle toutes les semaines, faire des autres mesures. On a des très bons, les cardiologues étaient très bons sur la pression artérielle. Il faut faire la même chose sur la dénutrition. On se pèse tous les mois, voire toutes les semaines, si on est plus tard. Et voilà, donc je ne sais pas, je vais être très détesté temps, mais en conclusion, un diagnostic, j'imagine, qui fait encore parler beaucoup d'angle parce qu'il y a ce critère musculaire qui est difficile à implémenter, mais j'espère que c'est un point de vue qui reste important. Il faut imaginer des parcours où on peut l'implémenter chez les personnes âgées. Ça va être un enjeu vraiment majeur pour les personnes en situation d'obésité parce qu'on n'a pas beaucoup de critères pour savoir si elles sont dénutries ou pas. Et donc, voilà, utilisez bien les derniers outils programmés par la HS et pour la prise en charge, plus parce que c'est une prise en charge orale, mais
souvent ambitieuses. Voilà. Je peux répondre à la question, je sais pas si on a répondu aux questions ou pas. Si, tout à fait. Ouais.